Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble quelle est l'appétence des investisseurs particuliers en ce milieu d'année 2023 pour le financement de projets durables. Une question que nous poserons à Julien Eustache, président et cofondateur d'Enerfip. Enerfip, une plateforme de crowdfunding justement pour des projets d'énergie renouvelable. Nous évoquerons donc avec lui dans un instant l'appétence des investisseurs, mais aussi peut-être les défis ou les difficultés auxquels font face les porteurs de projets d'énergie renouvelable. Donc ce sera dans la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui à la gestion active sur les marchés actions ou obligataires, notamment via des fonds flexibles qui ont pu surprendre, voire décevoir en matière de performance en 2022. À quoi s'attendre pour 2023? Comment expliquer le contexte particulier de l'année 2022 en matière d'investissement? C'est une question que nous poserons à Vincent Danis, président du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Savignan, mais aussi à Axel Pinon, membre du comité d'investissement de Carmignac. Nous tenterons de comprendre aussi comment ces fonds flexibles peuvent ou non s'intégrer dans une stratégie d'investissement pour 2023. Ce sera tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'appétence des investisseurs pour le financement de projets durables en direct, donc via notamment des plateformes de crowdfunding. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par Julien Eustache, président et cofondateur d'Enerfip. Bonjour Julien Eustache. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Enerfip, qui est une plateforme de crowdfunding notamment spécialisée dans le financement de projets durables et notamment projets d'énergie renouvelable. Nous sommes en mi-2023. Le contexte est assez particulier, notamment en matière d'investissement, mais aussi pour certaines activités industrielles, quand on parle de hausse des coûts des matières premières notamment. Comment se positionnent d'abord, si on regarde les investisseurs, avant de parler des porteurs de projets, mais qu'est-ce que vous constatez en cette mi-année 2023 vis-à-vis de l'appétence des investisseurs pour ce type de projet? En quelques mots, elle ne se dément pas, hein. Cette appétence, elle est toujours aussi vive et on sent bien que cette animation sociétale qui fait que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir précisément où va notre argent, à quoi et à qui il va servir. On sent que voilà, cette dynamique-là ne s'essouffle pas du tout. Donc ça, c'est le premier constat qu'on peut faire sur 2023. Ensuite, évidemment, cette appétence, elle est aussi accompagnée d'une exigence. Et c'est sans doute aussi ce que vous souhaiteriez que nous évoquions dans les minutes qui viennent, s'agissant du fait que l'inflation, notamment, joue sur les attentes en termes de rendement. Et donc ça, c'est un point d'attention très important. Mais le fait est, en tous les cas, que investir dans la transition énergétique est toujours et plus que jamais extrêmement attractif pour les investisseurs. Pour des investisseurs qui viennent sur une plateforme comme Enerfip ou d'autres, en direct, là aussi, vous constatez qu'on a envie d'aller choisir soi-même le projet ou les projets sur lesquels on investit. D'ailleurs, il vaut mieux investir sur un seul projet ou diversifier quand même quand on investit en direct sur plusieurs projets. C'est un peu toujours la même chose, c'est qu'en fait, ce qui change par rapport aux décennies qu'on vient de vivre, c'est qu'avant, nous étions passifs s'agissant de notre épargne et de nos investissements. On faisait confiance à notre conseiller bancaire notamment. Et maintenant, il faut être moteur, il faut s'approprier ces sujets. Et quand on arrive avec une approche plutôt de béotien, tout ça nous paraît peut-être compliqué, abscon. Mais dans le fond, c'est extrêmement simple. Pour peu que ce soit expliqué correctement, ce sont des notions qui ne vous obligent pas à être un expert de l'économie. Et pour répondre à votre question, le bon sens est très souvent votre meilleur allié. Et ce que nous disons toujours aux investisseurs, c'est de diversifier les supports sur lesquels ils investissent. Donc sur Enerfip, voilà, bien sûr, nous vous invitons à investir sur plusieurs projets et à répartir votre panier d'investissement sur plusieurs projets. C'est la vieille sagesse populaire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, c'est toujours et plus que jamais d'actualité.
Toujours côté investisseur, on parlera évidemment des projets ensuite et effectivement peut-être de l'impact de l'inflation sur le coût des matières premières. Mais côté investisseur, quand on investit en direct sur des plateformes, sur des projets d'énergie renouvelable, quel risque pour quelle performance éventuelle on peut anticiper? Ah, bien sûr, vous le savez, il y a toujours des risques dans ce type d'investissement, des risques de perte en capital et d'illiquidité, c'est la formule consacrée. Mais force est de constater quand même que dans ce secteur, notamment de la transition énergétique, le couple rendement-risque est extrêmement performant parce que nous faisons appel à des technologies qui sont matures. Je vous donne un exemple tout bête, les gens ne sont pas forcément au fait que le photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque qui est en pleine explosion aujourd'hui, c'est une vieille énergie puisque ses premières utilisations datent des années 50, en l'occurrence au moment du développement de l'industrie spatiale. Donc on a beaucoup de retours techniques, on a une maîtrise parfaite maintenant de ces technologies et donc les risques sont existants. Évidemment, nous essayons autant que faire se peut avec les porteurs de projets de les adresser pour proposer les investissements les plus fiables qui soient. Mais voilà, il y a toujours un risque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette thématique qui est celle de la transition énergétique, qui est extrêmement soutenue, comme vous le savez, parce que la nécessité fait loi, et plus que jamais aujourd'hui, il nous faut collectivement basculer dans ce nouveau monde énergétique. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai soutien, des technologies éprouvées, et donc tout ça fait que ce sont des investissements voilà, pour lesquels vous allez avoir un très bon rendement et des risques qui sont quand même extrêmement maîtrisés. Maîtrisé mais quand même réel, hein, précisons-le, on est dans une émission où on parle d'investissement, donc effectivement on alerte quand même toujours sur le sujet. Si on regarde maintenant, comment? Moi, je l'ai dit plusieurs fois, mais vous avez Oui, c'est raison vrai, de. c'est vrai, c'est vrai. Si on regarde maintenant du côté des projets en eux-mêmes, pour bien comprendre dans quoi on investit quand on investit dans un projet d'énergie renouvelable, alors effectivement, je peux donner deux exemples, mais peut-être que vous en avez d'autres, que ce soit des champs éoliens ou des champs de panneaux solaires, comme vous évoquiez le photovoltaïque. Plusieurs questions peuvent se poser quand même sur le contexte industriel finalement ou même économique vis-à-vis de ces activités. D'abord, la hausse des coûts des matières premières et puis toute la séquence qu'on a pu suivre l'année dernière sur la hausse des coûts de l'énergie, la hausse brutale des coûts de l'énergie, poussant le gouvernement notamment à mettre un bouclier tarifaire. Quel est l'impact que ça a sur ces projets d'énergie renouvelable qui ont envie de voir le jour en 2023? Eh bien, c'est quelque part un petit peu malheureux, mais bon, je veux toujours voir le verre d'eau à moitié plein. Le fait est que le contexte géopolitique que nous avons traversé en 2022 et cette explosion des coûts de l'électricité ont été des formidables moteurs pour eh bien, démultiplier la dynamique qui anime le secteur des énergies renouvelables et de la transition énergétique parce que eh bien, collectivement, c'est-à-dire nous tous et toutes en tant que citoyens, citoyennes, mais aussi les États, se sont rendus à l'évidence du fait que nous ne pouvions plus nous appuyer nos économies sur des énergies fossiles parce que l'un des immenses problèmes de ces énergies, c'est qu'elles sont très mal réparties et situées dans quelques pays dont certains, eh bien, comme on sait, ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus fiable et démocratique. Mais en plus de cela, ce sont des énergies extrêmement nocives pour notre environnement, pour nos écosystèmes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a vraiment mis un énorme coup d'accélérateur à la transition énergétique et aux énergies renouvelables. J'en veux pour preuve, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais les décisions qui ont été prises à vitesse démultipliée par l'Union européenne sur les objectifs, par exemple, d'atteinte de la proportion d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen à l'horizon 2030, eh bien, en quelques mois, l'Union européenne a rehaussé de manière extrêmement importante eh bien, ces objectifs parce que voilà, nous nous rendons compte aujourd'hui que c'est une nécessité absolue de maîtriser notre ressource énergétique, de développer pour ce faire les énergies renouvelables, sans quoi nous serons toujours eh bien, contraints d'être dépendants à des pays qui voilà, ne sont pas forcément nos alliés. Est-ce que ça veut dire, Julien Eustache, que lorsque l'on s'investit sur un projet donc de champs éoliens ou de panneaux solaires, c'est des projets qui peuvent voir le jour plus rapidement qu'il y a quelques années avec justement cette politique publique qui pourrait les accompagner? Alors, Pas c'est une encore, j'ai bonne question. l'impression. La réponse est et oui, bien sûr, et on commence à en ressentir un peu les effets. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un côté inertiel très puissant et
la France se positionne malheureusement en tête au niveau européen des pays pour lesquels eh bien, le temps de développement d'un parc éolien ou d'une centrale photovoltaïque est le plus long. Et c'est vrai qu'on ne va pas réussir à changer malheureusement cette problématique en quelques mois. On l'appelle de nos voeux, hein, nous les professionnels, quelle que soit la branche sur laquelle on se situe dans le secteur, mais on n'a pas encore tout de suite cet effet waouh qui nous permettrait de vous répondre c'est génial, on a divisé par 3 le temps de développement. On n'en est pas encore là. Pour autant, il y a de plus en plus eh bien, d'éléments qui nous font penser qu'on va vraiment aller vers ce terrain-là. Mais c'est vrai que les habitudes ont un peu la vie dure et que dans notre pays, malgré ce qu'on a traversé, et ce qu'on traverse encore aujourd'hui, il y a de vraies résistances s'agissant des énergies renouvelables qui méritent qu'on soit très attentif, évidemment, et qui méritent que nous ne versions pas dans un autre extrême en laissant faire tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a encore voilà, de vrais freins qui doivent absolument être levés pour qu'on puisse pleinement rentrer dans une phase dans un avènement des énergies renouvelables et de leur mise en œuvre sur notre territoire. On parle de combien de temps en moyenne de mise en place d'un projet d'énergie renouvelable? Alors, sur un parc éolien, typiquement, le délai moyen en France, c'est autour de 8-9 ans. Et pour ce qui est d'une centrale photovoltaïque au sol, on est autour de 4 à 5 ans. Et c'est stricto sensu 2 fois moins chez nos voisins européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Encore une fois, il faut vraiment savoir raison garder dans le sens où un nombre très important de dispositions qui figurent dans les processus d'obtention d'une autorisation de construire un parc éolien ou une centrale photovoltaïque doivent absolument être conservées parce qu'ils protègent nos écosystèmes et qu'ils évitent un n'importe quoi qui serait délétère. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup de scories et on pourrait simplifier énormément de choses tout en conservant la même qualité et la même garantie de protection de notre environnement et de nos paysages. Pour conclure rapidement, Julien Ostage, je me suis laissé dire que vous étiez en roue libre en ce moment du côté de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien volontiers, bien volontiers. En fait, Enerfip en roue libre, c'est une initiative qui est portée par 2 filles chez Enerfip, Cynthiana et Maëva, qui ont souhaité l'an dernier créer cet événement qui vise à mettre en avant eh bien, les énergies renouvelables, la transition énergétique et à mettre en place tout un tas d'actions sur les territoires pour sensibiliser, bien sûr, faire connaître ce qui existe, les acteurs aussi, qui sont très nombreux en France et qui font des projets qui ont énormément de sens et qui gagnent à être connus. Et Enerfip en roue libre, c'est également un projet caritatif puisqu'il vise à lever des fonds sous forme de dons pour financer l'installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation au Liban sur des écoles. Et on fait bien sûr cela avec une ONG française qui s'appelle La Guilde. Donc voilà, quelque part, c'est une initiative qui est naissante. Elle n'a qu'un an, un peu plus d'un an aujourd'hui. On en est à notre deuxième événement et on fait notre possible pour que ça prenne un peu de l'ampleur et qu'on puisse avoir un impact qui soit de plus en plus important dans les années qui viennent. Merci beaucoup Julien Ostage de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur d'Enerfip. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie adopter dans la gestion de son patrimoine vis-à-vis des fonds flexibles qui ont pu surprendre, voire décevoir dans leur performance en 2022. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Axel Pinon. Tout d'abord, bonjour Axel Pinon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Vous êtes président de Savignan. Alors effectivement, l'idée c'est de faire un focus sur les fonds flexibles et de comprendre comment ils s'intègrent dans une stratégie d'investissement en 2023 et pour les années à venir face à une concurrence qui peut être un petit peu plus rude, on en parlera dans un instant. Tout d'abord, Axel Pinon, si on regarde les fonds flexibles en eux-mêmes, ils ont pu décevoir sur cette année 2022 pour certains d'entre eux, notamment en termes de performance. On rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'un fonds
dit flexible. C'est un fonds qui permet d'avoir une gestion active, voire très active, c'est-à-dire de sortir ou d'entrer sur un certain nombre de positions en fonction du contexte économique. Et en 2022, peut-être que le contexte a été un peu plus difficile à lire pour un certain nombre de professionnels de l'investissement. Oui, 2022 a vraiment été une année d'anomalie pour les fonds flexibles, parce que les fonds flexibles ne sont pas nouveaux. Ils ont été lancés maintenant il y a plusieurs décennies, et Carmignac a d'ailleurs été un des pionniers en lançant le sien en 1989. Et ils ont eu le vent en poupe pendant des décennies parce qu'ils ont permis d'offrir des rendements intéressants, des rendements réguliers, en offrant aux clients, ce que vous disiez, vraiment une allocation optimisée entre les actions d'un côté et les obligations de l'autre, en s'adaptant au contexte macroéconomique. Donc c'est une solution qui a été pendant des décennies privilégiée pour gérer l'épargne, pour préparer la retraite. Et malheureusement, ces fonds flexibles reposent sur une règle de diversification qui est très connue des bases de finances, la règle des 60-40. On prend 60% d'actions, 40% d'obligations et on a à peu près le cocktail pour le long terme. Avec cette idée que les obligations protègent un petit peu plus le capital. Exactement. Et les actions vont chercher la performance. Tout à fait. Quand l'une des classes d'actifs baisse, en général, l'autre compense. Et c'est quelque chose qui s'est passé pendant des décennies. Et 2022 a donc été une anomalie dans tout ça, parce qu'on a eu un environnement de marché où, quand on regarde les actions globales d'un côté, on a eu moins 16%. Et les marchés obligataires internationaux, on a eu aussi moins 16%. On a vraiment eu un vent de panique qui a touché aussi bien les actions que les obligations. Et donc cette corrélation négative à la base des fonds diversifiés, des fonds flexibles, qui s'est effondrée. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus une classe d'actifs qui, entre guillemets, pouvait sauver l'autre, ou ça montait ensemble, ou ça baissait ensemble. Et voilà, et là on a eu le cas où ça a baissé ensemble. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'était une anomalie ou est-ce que c'est une nouvelle norme ? Est-ce que c'est une nouvelle norme, effectivement, en matière d'investissement ? Alors, c'est d'abord, en tout cas, par l'ampleur, une anomalie. Il faut se rappeler quand même le contexte dans lequel on était l'année dernière, avec déjà des pressions inflationnistes très très fortes. Sur tout ça est arrivée la guerre en Ukraine, et donc on a eu une inflation qui n'avait pas été vue depuis 40 ans. Des banques centrales qui, après des décennies à essayer de relancer l'inflation, se sont retrouvées dans le rôle inverse, à devoir contrôler cette inflation, et à faire, à travers le monde, 280 hausses de taux, soit une hausse de taux par jour ouvré. Et donc, ça a des conséquences absolument catastrophiques, aussi bien pour les actions que pour les obligations. Et ça a entraîné un dégonflement des bulles. Et donc, c'est d'où cette corrélation qui s'est cassée. Alors, à terme, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'on va voir la même chose en 2023 ? Et est-ce qu'on arrive à avoir un peu plus de clés de lecture sur l'année 2023, par exemple ? Alors, à terme, on a déjà vu en 2023 que cette corrélation est revenue dans le bon sens de la marche. On l'a notamment vu pendant la crise bancaire avec SVB. Les obligations ont joué enfin leur rôle d'amortir la volatilité qu'on avait sur les marchés actions. Donc ça veut dire qu'on ne remet pas en cause la stratégie qui était celle des fonds flexibles avant 2022 et qu'on considère que 2022 était une anomalie ? On ne la remet pas en cause. Par contre, ce qui va être important, c'est ce mot flexible. La règle de diversification 60-40 va peut-être être un petit peu plus volatile à l'avenir parce qu'on a un vrai changement de régime. Et cette flexibilité va être extrêmement utile et on va voir que les différents acteurs de marché n'ont pas tous les mêmes outils en main pour gérer cette volatilité qui va remonter. Il va falloir pouvoir gérer très activement son taux d'exposition aux actions, puisqu'il y a des moments où ça sera moins favorable, mais surtout gérer très activement son exposition au marché obligataire, parce que le marché obligataire devrait ne pas toujours jouer ce rôle de contrebalancier. Alors on va revenir peut-être un peu plus en détail sur 2023 dans un instant. Juste avant, Vincent Danis, alors vous êtes côté CGP, vous échangez avec des particuliers, des épargnants dans votre bureau et ensuite vous placez leur argent, vous vous en portez garant quelque part. Quelle vision vous avez sur les fonds flexibles, sachant qu'on est à mi-2023, donc vous avez vu effectivement cette année 2022, vous avez vu les années précédentes aussi, et l'année 2023 est suffisamment entamée peut-être pour avoir un peu de recul sur l'intégration de ces produits dans une stratégie de gestion. Alors c'est heureux qu'en 2023 on ait retrouvé une corrélation dans le bon sens, mais d'un point de vue performance absolue, ça reste compliqué pour l'épargnant. Déjà parce qu'il y a toujours un effet retard entre la performance que l'on constate et l'impact que cela peut avoir sur les esprits. Donc pour beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, le début de l'année, ça a aussi été d'accompagner et de réexpliquer une nouvelle fois en quoi l'année 2022 peut-être était exceptionnelle et ce qu'on pouvait prendre comme décision pour 2023. Et là où on est aujourd'hui dans une phase d'incertitude, c'est que
face aux épargnants, il y a fréquemment la tentation de la tortue. C'est-à-dire, je vais me replier dans ma carapace et attendre que ça passe. En tant que CGP. Vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'inflation, l'épargnant, aujourd'hui, il se dit, que dois-je faire ? J'ai perdu plus que je ne pensais un jour perdre sur des fonds parfois présumés prudents. Je n'ai pas forcément envie, et ce n'est pas le conseiller qui va forcément dire, investissez en actions. Aujourd'hui, il faut y aller avec l'inflation. C'est le rêve. Non, donc incertitude, prudence et beaucoup d'offres concurrentes qui peuvent être analysées et comparées. Les assureurs ont boosté les fonds en euros et en ont fait des quasi-équivalents livret A, bonus inclus en 2023. Le livret A a lui-même vu son taux revalorisé, alors il est limité, mais bien sûr. Le livret A, oui, mais du coup, le fonds en euros qui arrive presque au même niveau de performance devient une alternative dans les contrats d'assurance vie multisupport. On a vu fleurir les fonds obligataires datés avec la hausse des taux obligataires. Et pour les épargnants qui seraient prêts à attendre 2025, 2026, 2027, on peut avoir un potentiel de rendement sans prendre trop de risques à 3-4% qui en fait se révèle supérieur à ce qu'on a pu observer sur les fonds flexibles au cours des 3 ou 5 dernières années. Et puis on a encore deux concurrents. Le concurrent non coté, parce qu'il est non coté, n'a pas subi les baisses de 2022. Ça ne veut pas dire qu'il est plus prudent aujourd'hui. Oui, ça veut dire qu'aux yeux il y a un niveau de risque aussi. Oui. Il s'est comporté de manière satisfaisante. Et puis, dernier élément, on peut avoir les fonds structurés, parce qu'on a vu ressurgir avec cette hausse de taux également des fonds structurés, soit capital garanti, soit avec une très forte protection, et un potentiel de gain qui, certes, prive d'une partie de la hausse si jamais il y a hausse, mais qui en fait reste supérieur aux performances de 2022. Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, le CGP a une myriade de produits qui sont tous finalement concurrents en matière de performance. Dans l'accompagnement de l'épargnant, on va plus que jamais, je pense, prendre en compte son horizon de projet pour imaginer, face à cet horizon, ce qu'on peut lui proposer comme illiquidité éventuelle pendant la durée de détention présumée. Et par contre, sur les fonds flexibles, on a beaucoup de pédagogie à faire pour venir expliquer pourquoi les performances passées ne reflètent pas les performances à venir et pourquoi ça reprend à nouveau du sens d'aller retrouver ce qui avait fait le succès de ces fonds dans les années 90 et 2000, effectivement un équilibre et avec des actifs pouvant l'un et l'autre contribuer à la performance et pas seulement protéger. Et alors, pour bien comprendre, Vincent Danis, l'argument de dire que justement la flexibilité de ces fonds par rapport à un contexte économique mouvant qu'on a du mal à anticiper, c'est pas un argument qui fonctionne toujours vis-à-vis d'un épargnant qui regarde plus la performance et le côté risque ou sans risque de son... Et à condition de prouver qu'on a été flexible avec discernement et au bon moment, ce qui est objectivement extrêmement compliqué à faire. Je rends hommage aux gérants de prendre des choix quand ils sont inspirés. Si on regarde début 2023, ce qui est très particulier, c'est d'avoir des hausses des marchés actions qui en fait sont concentrés sur des très petits nombres de valeurs. Bien sûr, oui. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en France, sur le secteur du luxe. Et de fait, si on retire ces secteurs ayant bien performé, la performance globale du marché n'est pas à la même hauteur. Donc, trouver un gérant de fonds flexible qui a su à bon escient choisir le bon secteur, les bonnes valeurs ou autres, oui, c'est important. Et de fait, la fréquence et la qualité des reportings, je pense, sont plus que jamais importants pour aider les conseillers aussi à orienter leurs clients. Et ensuite, expliquer les choix de gestion au fur et à mesure. Axel Pinon, justement, comment on aborde cette année 2023 déjà ? Où est-ce qu'on va chercher la performance ? On va la chercher sur l'obligataire, puisque c'est là où ça offre pour le coup de la performance un peu plus sûre, entre guillemets ? Eh ben, c'est un très bon point, parce qu'en fait, cette nouvelle concurrence sur le livret A, le fonds en euros, où on voit des taux affichés plus élevés, ça reflète totalement les taux courts qui, eux, ont monté. Et cette hausse des taux courts, eh ben, elle a aussi bénéficié sur les taux un peu plus longs, et un vrai bénéfice pour le marché obligataire dans son ensemble. Pour les fonds obligataires, on en a beaucoup parlé, c'est pour ça qu'on a des fonds à maturité, mais c'est aussi une très très bonne nouvelle pour les fonds flexibles, parce que les fonds flexibles qui ont moitié obligations, moitié actions pendant 10 ans, le seul moteur de performance était les actions et les obligations ne servaient qu'à amortir les chocs. Aujourd'hui, on a retrouvé deux jambes de performance. On va pouvoir faire de l'argent sur les actions et sur les obligations. Et on va rester sur du 60-40 du coup, ou potentiellement on va augmenter un petit peu la poche obligataire puisqu'il y a de la performance aujourd'hui sur la poche obligataire ? On va pouvoir jouer sur les pondérations entre actions et obligations, mais c'est surtout on va jouer sur la diversification au sein de chacune des poches. On ne va pas se contenter sur des fonds flexibles d'aller sur du court terme.
on va pouvoir aller chercher du crédit d'entreprise qui offre des rendements très attractifs, dans des produits un peu plus exotiques, de la dette émergente qui a retrouvé un vrai potentiel de performance à long terme. D'accord. Et puis on a ce moteur de performance action qui est toujours là. On a eu aussi une baisse des valorisations l'an dernier qui a reconstitué là aussi un potentiel de performance. On a toujours des grandes tendances qui sont très attractives, que ce soit l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, le potentiel émergent. Bien sûr. Ouais. Mais le vrai changement qu'on va avoir par rapport aux 10 dernières années, c'est ce besoin de diversification. Acheter un indice Nasdaq pendant 10 ans et fermer les yeux risque de ne plus être la bonne stratégie. Il va falloir chercher la diversification sectorielle. Donc les ETF ne sont pas forcément la bonne stratégie pour les 10 années à venir, c'est ce que vous nous dites? Selon nous, non, parce qu'on a un changement d'environnement macroéconomique avec un retour de l'inflation qui va créer un retour de la cyclicité du cycle économique et donc des gérants actifs qui vont retrouver leur boussole qui va être les fondamentaux. Et donc on va avoir des rotations sectorielles à l'image de ce qu'on a vu l'année dernière sur les actions où les entreprises de technologie ont baissé très fortement. Oui, puis surtout ce qui était frappant, alors on l'a vu sur le secteur bancaire, il y avait une actualité, mais même aussi sur les technologiques, c'est non seulement ça baisse très fortement, puis c'est très 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 rapide. Donc ça fait peur effectivement à celui qui a investi là-dessus et qui d'un coup d'un seul voit la valeur de ses investissements divisée par 2. Oui, ça va vite et c'est pour ça que la gestion active va retrouver vraiment ses lettres de noblesse pour les 10 prochaines années. Il va falloir faire de l'éducation sur le retour de la volatilité. On a perdu cette habitude. Les banques centrales étaient là pour gérer le risque à notre place. Et maintenant il va falloir accepter plus de volatilité, mais plus de volatilité, il faut le voir de manière positive, c'est aussi plus de potentiel de rendement. Et ce potentiel de rendement supérieur, on va en avoir besoin parce que qui dit environnement inflationniste structurellement plus élevé, dit que peut-être que 3% ne sera pas suffisant pour se couvrir de l'inflation dans les 10 prochaines années. Vincent Denis. Il y a un autre élément, c'est qu'un contrat d'assurance vie, ça ne fonctionne pas comme un compte titre. Et l'épargnant, même s'il suit assidûment les marchés, il ne peut pas réagir vite. Il va être tributaire du temps de réaction de l'assureur. Donc en fait, réintégrer dans son allocation un fonds dont le gérant, lui, va avoir pour mission de réagir vite quoi qu'il arrive, ça a aussi du sens parce que ça lui permet de coller davantage avec cette actualité dont les conséquences sont immédiates et très fortes. Donc il faut avoir cette possibilité aujourd'hui quand on investit dans un environnement incertain, c'est ce que vous dites, ou en tout cas tout dépend du niveau de risque qu'on est prêt à prendre, bien sûr, mais... Soit vous dites, je fais confiance à des tendances fondamentales et je suis convaincu qu'à très long terme, l'intelligence artificielle, les nouvelles énergies permettront d'asseoir une croissance supérieure et vous prenez ces paris-là. Soit vous êtes sur des actifs plus globaux, plus diversifiés, et vous savez via l'assurance vie que vous ne pourrez pas intervenir en moins de 48 heures, 72 heures. Donc là, il faut avoir peut-être une partie de fonds qui réagira beaucoup plus vite et qui couvrira sur des risques extrêmes si jamais ça devait arriver. Il y a un moteur dont on n'a pas parlé, ce sont les devises, que vous pouvez utiliser aussi dans les fonds flexibles, et qui est un thème d'investissement qui est quasi impossible pour un épargnant direct. Donc, c'est un très très bon point sur les devises. Alors on va avoir l'euro et le dollar, bien sûr, qui ont des vertus au-delà de performance, aussi de gestion du risque. Le dollar a quand même son rôle normalement d'actif refuge, mais on va trouver des choses très intéressantes aussi dans les devises émergentes qui là offrent des potentiels de performance à moyen long terme très très intéressants. Et on va devoir s'arrêter là-dessus malheureusement. Merci beaucoup Axel Pinon, membre du comité d'investissement de Carmignac, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également Vincent Denis, président de Savignane. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.